en ligne. Je vous laisse nous dire si ça burn. Bon, je tiens à préciser avant toute chose que je suis le parrain de son fils et que j'en connais un qui à Noël va recevoir une Switch et qui sera très content. Mon général, mesdames, messieurs, chers collègues, en préambule, je tenais à remercier les membres du bureau qui font un travail extraordinaire pour permettre la tenue de cette journée et je les remercie de m'avoir invité. Je suis le médecin en chef Mathieu David et actuellement je suis en poste au commandement allié des opérations spéciales en Belgique depuis l'été dernier, où j'occupe les fonctions de conseiller médical et chef de la division médicale après avoir servi pendant une dizaine d'années à la chefferie santé pour les forces spéciales. Alors cette question, évidemment, comme je dis, c'est une unpopular opinion. Donc elle fait débat. Elle fait débat pourquoi? Parce qu'elle renvoie à deux logiques qui sont assez différentes. La première, c'est la logique de spécialité, et ça, Simon nous l'a bien expliqué. Et la deuxième, le général l'a dit dans ses propos préliminaires, c'est celle de la logique de milieu d'exercice. Le blessé de guerre, c'est avant tout un blessé qui est pris en charge en zone de combat et parfois sous le feu. Et du coup, cet environnement contraint instable, avec des moyens médicaux limités, sans accès à un plateau technique, lui donne une certaine spécificité. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc du coup, ma déclaration, donc les opinions que je vais donner, bien sûr, ne sont pas celles de l'OTAN, elles ne sont pas celles non plus du service. Et j'ai été invité à défendre ce point de vue, donc elles ne sont pas forcément non plus les miennes. Je tenais à préciser. Slide suivante. Comme je vous ai dit, j'ai un parcours qu'on peut qualifier de classique à mon époque. Donc, j'ai fait un DES de médecine générale avec des capacités de médecine d'urgence, capacités de médecine de catastrophe quand la capacité de médecine d'urgence existait encore. Le fameux DU d'urgence en temps de crise de l'école du Val-de-Grâce, ancêtre de la FTS. Et une formation continue pendant mes 10 années de pratique en unité avec des prises en charge régulières dans les structures d'urgence et les SMUR, agrémentés de stages réguliers à la BSPP et dans les blocs opératoires. Est-ce que ce parcours fait de moi un médecin urgentiste? La question est posée. Je n'ai pas forcément la réponse. En tout cas, j'ai ajouté, en plus de cette formation-là, des compétences opérationnelles qui m'ont permis en fait de soutenir de manière efficace les opérations spéciales pendant ces 10 ans et de délivrer des soins de qualité. Slide suivante. En préambule, je me permets de vous remettre cette slide, mais je vais passer assez vite dessus puisque le général en a bien parlé. On est dans un contexte qu'il faut bien prendre en compte et qui évolue très rapidement. Du coup, ma pratique pendant ces 10 dernières années, en fait, s'est concentrée essentiellement sur des conflits asymétriques de lutte contre le terrorisme avec lequel on avait la supériorité aérienne, on pouvait délivrer des soins et évacuer assez rapidement nos blessés. Et aujourd'hui, donc du coup, on l'a bien dit, on a un shift qui se fait, où on se prépare en tout cas, puisqu'on n'est pas encore engagé, sur des conflits dits de haute intensité. Slide suivante, s'il vous plaît. Pour mon plan, je me suis appuyé sur les trois principes du nouveau SACUR. Donc SACUR, c'est le nouveau commandant pour les forces alliées au niveau de l'Europe, un général américain, du coup, qui s'applique sur trois piliers. Le premier, c'est les gens. Le deuxième, c'est la préparation au combat. Et le troisième, c'est l'innovation. On va essayer un petit peu de répondre à la question au travers de cette approche-là. Alors, je vais utiliser une approche plutôt anglo-saxonne avec un raisonnement inductif, c'est-à-dire un raisonnement qui consiste à partir plutôt des observations ou d'exemples spécifiques qu'on peut avoir sur le terrain pour arriver à ce qu'on pourrait arriver à ce qu'on appellerait une règle générale. À l'inverse du raisonnement déductif que Simon nous a présenté très bien juste avant, qui est typiquement français, où on part sur des principes, des règles générales et on arrive à une conclusion spécifique qui ne fait pas débat. Alors, si on reformule la question, je me suis dit, l'approche dans laquelle je vais essayer de voir, c'est quelles compétences pourraient être requises, en fait, pour prendre en charge un blessé de guerre, spécifiquement dans les conflits actuels. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, avant de parler, des compétences nécessaires, euh, il y a vraiment, je pense, cette phrase qui nous guide dans nos réflexions, en tout cas au niveau allié, c'est faire de la bonne médecine au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et la deuxième chose, ensuite, qui doit nous guider dans la réflexion, c'est que les docteurs, les médecins, ne peuvent pas être produits en masse. Donc, du coup, c'est
ils sont limités par la quantité, et donc du coup, c'est quand même assez dimensionnant dans notre façon de penser. Enfin, bien garder en tête que la finalité, elle n'est pas forcément sanitaire, elle est avant tout opérationnelle, et que parfois, en fait, l'objectif de la prise en charge du blessé de guerre, c'est de sauver une vie, certes, mais c'est surtout de préserver cette capacité à combattre pour les armées. Slide suivante. Donc c'est bien dans cette finalité opérationnelle qui a guidé nos illustres anciens, et du coup j'ai essayé de retranscrire par cette phrase en fait qui n'a pas été prononcée par le général Bijard, mais ce qu'il aurait pu dire de ces médecins à Dien Bien Phu. Et donc du coup j'ai imaginé cette phrase en relisant un petit peu tous ces récits qui je trouve pourraient lui être appliqués. À Dien Bien Phu, le Toubib n'était pas là pour faire de la médecine d'urgence, il faisait tenir les vivants jusqu'à la prochaine attaque. Que ce soit sur la campagne de Syrie, dans le livre du médecin-colonel Vialar Godou, ou encore à Dien Bien Phu, les militaires, en fait, nos anciens, n'étaient pas des urgentistes qui étaient déplacés en campagne, mais c'était bien des combattants soignants qui opéraient dans la chaleur du désert, dans la boue et sous le bombardement des postes de secours creusés à même le sol. Patrick de Carfor, là qu'on voit sur la photo, et ses camarades, en fait, avaient fait leur formation, étaient sortis en 1952 de l'école du Pharo, où ils avaient suivi un stage de médecine tropicale avant d'être engagés à Dien Bien Phu. Et leur mission, du coup, on l'a dit, c'était vraiment de faire tenir en fait les combats, d'évacuer dans les premiers temps jusqu'à ce que ça ne soit plus possible, et de faire tenir du coup les soldats. Alors vous me direz, oui, mais à l'époque, ils n'avaient pas la connaissance moderne que l'on a, la haute technicité des soins. Bah, finalement, quand on relit un petit peu ces récits et aussi ce papier très intéressant de François-Marie Grimaldi, en fait, on se rend compte qu'ils transfusaient, ils avaient déjà en fait tous les réflexes, tous les principes de la médecine militaire qu'on applique actuellement. La slide suivante. Alors, qu'en pensent nos alliés? Donc, Simon nous l'a mis en exergue sur certains papiers. Donc du coup, dans une alliance en fait où tout tend à être normalisé et pour favoriser l'interopérabilité, le rôle 1 fait figure d'exception. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui se passe du point of injury jusqu'au rôle 2 en fait, est laissé à la discrétion des nations. Néanmoins, il y a quand même des grandes tendances qui se dégagent, largement influencées par les US et suivies par les autres nations. Et le modèle français, finalement, qui est la médicalisation à l'extrême avant, en fait, fait quasiment figure un peu d'exception. Telle qu'elle est pensée par les alliés, en fait, on ne parle pas vraiment de compétences. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de définir qui doit délivrer les soins, mais plutôt de capacité et d'effet à délivrer en fait sur le terrain. Et c'est pour ça qu'il y a une approche, on dirait un petit peu comme un puzzle en fait, où il y a plusieurs compétences, donc du MEDIX, du médical technicien qui peut être apparenté à l'infirmier, de l'équipe chirurgicale. Donc là, un petit peu dans ce positionnement, où est-ce que le médecin urgentiste pourrait se positionner? Donc ça serait dans les équipes spécial Operation Resuscitation Team, ou dans les rôles 1 pour avoir cette capacité de trier et dans les stabilisations de point tel qui est fait en Ukraine. Slide suivante. Qu'en pense le monde civil? Alors Simon a donné la définition qui est sortie donc, du guide que la SFMU a sorti en 2025. Propose donc la définition de ce qu'est un médecin urgentiste, je ne vais pas revenir dessus. Par contre, sur la slide juste après, les lieux d'exercice, c'est finalement assez intéressant de s'arrêter dessus, puisque dans la définition du médecin urgentiste, il est bien précisé qu'il faut que le praticien ait une activité clinique dans une structure hospitalière ou privée d'au moins 50%. Et finalement, en fait, vous en conviendrez, nous, en unité, c'est difficilement atteignable comme objectif. Donc voilà, ça pose quand même question de est-ce que le médecin militaire est vraiment ou doit être un urgentiste? La suivante. Le Warfighting Readiness, donc c'est l'état de préparation du coup, pour l'engagement. L'environnement, on l'a dit, il est contraint, il est instable avec des moyens médicaux limités et le champ de bataille n'est pas un service d'urgence. La suivante, s'il vous plaît.
Alors, on parle de changement d'échelle, donc il y a un terme qui revient très fréquemment, le terme de l'ESCO, Large Scale Combat Operation. Donc l'Ukraine aujourd'hui en est l'incarnation. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une ligne de front de 1000 km répartie sur 7 km de profondeur. Et on voit bien qu'il est compliqué de pouvoir médicaliser avec notre système tel qu'on l'a utilisé ces 10 dernières années, ces 1000 km de ligne de front. Slide suivante. La chaîne santé, le champ de bataille est complètement impacté aujourd'hui par plusieurs effets. Donc il y a une vraie congestion et contestation technologique à l'extrême avant, avec notamment une saturation par les drones, de la guerre électronique, beaucoup de brouillage, une signature électronique qui va être recherchée et pour être utilisée comme pour cibler les équipes qui émettent. Il y a une véritable transparence du champ de bataille, ça tout le monde maintenant est bien au fait. Il y a un vrai allongement dans les délais de prise en charge, le général en a parlé. Et les conséquences de cette zone d'exclusion technologique, c'est l'allongement des délais qui nous pousse, en tout cas, à avoir une réflexion en fait dans notre organisation. Slide suivante. C'est une guerre d'attrition, il y a un grand nombre de blessés, mais le général l'a dit, et je pense que c'est ce qui ressort un petit peu des rétex, il y a aussi beaucoup de malades, donc pas forcément des... il y a pas, le conflit de demain, ça ne sera pas forcément du blessé de guerre, mais c'est aussi du malade, il faut bien l'avoir en tête, avec quasiment 60% de non-battle injury. Il y a un véritable enjeu, on l'a dit, alors je l'ai mis avec un peu de provocation, le retour au combat en fait, du blessé. Est-ce que demain, on ne nous demandera pas aussi dans notre triage en fait, de prendre en compte cette option-là, c'est-à-dire de privilégier le blessé qui va pouvoir repartir se battre pour des questions de masse. Tout ça, c'est des éléments qui doivent structurer un petit peu nos réflexions. Et puis, le général l'a encore dit dans ses propos introductifs, il y a un véritable ciblage des structures, mais aussi des personnels de santé. Et vraiment, cette phrase, je trouve qu'elle est assez marquante. Tuer un médecin, c'est tuer 100 soldats. Voilà, donc c'est vraiment l'avoir en tête dans la médicalisation de l'extrême avant. Le médecin va être vraiment ciblé. Slide suivante. La dernière partie de mon propos, c'est l'innovation. Alors l'innovation, aujourd'hui, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre qui l'a redit encore récemment. Ce n'est plus une option, il y a une nécessité de s'adapter, en fait, ça devient une nécessité. Alors quand on parle d'innovation, on pense évidemment d'intégrer les nouvelles technologies, mais c'est aussi repenser son organisation et adapter sa doctrine. Et je trouve que ce débat, en fait, finalement, est assez sain ici, de se poser la question. Sur le contexte actuel. Slide suivante. Donc les technologies, je passe rapidement parce que ce n'est pas l'objet du propos, mais il y a une véritable révolution numérique qu'il faut prendre en compte. Simon a parlé des Israéliens, les retours qu'ils nous font, c'est que maintenant, en fait, ils utilisent des tablettes pour remplir les FMA, elles sont directement envoyées, elles sont directement analysées, et j'ai envie de dire que quasiment le lendemain d'une opération, cette approche bottom-up qui remonte en fait dans les états-majors redescend et ils s'adaptent directement en fait dans leur process. La numération de la chaîne santé, on en a parlé. L'IA, forcément, doit nous guider dans la réflexion en fait, du sujet actuel et la dronisation aussi. Il faut aussi anticiper les ruptures technologiques à venir et garder bien en tête de cet équilibre, ce bon équilibre à trouver, puisque la technologie en fait ne solvera pas tous les problèmes et savoir en fait évoluer dans cette frugalité de la faible technologie. Slide suivante. Repenser son organisation, c'est se poser la question de la structuration et de la répartition des ressources. Alors là, vous avez un schéma qui est un petit peu compliqué à comprendre, mais finalement, quand on s'y attarde un peu dessus, qui est assez simple, qui a été fait par le MINMED COE, donc Military Medicine Center of Excellence, et donc qui dit que penser son organisation, c'est prendre en compte ces quatre particularités. La capacité, c'est-à-dire, capacity, c'est le volume à prendre en charge des blessés. La capacité, on va dire, c'est plutôt la compétence en fait qui va être mise, qui va être employée. La survivabilité et la capacité à tenir aussi sont très importantes. C'est-à-dire que notre médecin urgentiste, pour en revenir au sujet, en fait, on l'a vu, il va être en nombre limité. Est-ce que en fait notre modèle sera supportable? Et ensuite l'agilité et la manœuvre. On l'a dit, toujours garder en tête d'avoir la bonne médecine au bon endroit avec la bonne personne. Et là, la question du transfert de tâches ou du partage de tâches est un vrai débat ouvert. Je n'ai pas forcément une réponse à vous apporter ici.
Bien sûr, prendre en compte cette hybridation de la chaîne santé à venir, avec notamment beaucoup d'acteurs qui vont évoluer sur le champ de bataille de demain, peut-être des ONG, à coup sûr des structures civiles, et pourquoi pas demain des structures d'externalisation type les sociétés militaires privées dédiées, pourquoi pas pour la partie médicale. Slide suivante. Adapter ces concepts et ces doctrines, repenser la médicalisation de l'extrême avant. Je pense que dans les topos, ça va être abordé un peu plus tard, un peu plus dans le détail. La Golden Hour versus le Golden Day, ce sont deux notions qui font débat. Et pour investir ces délais d'évacuation prolongés, il faut penser à des choses innovantes telles que nous, on essaie de promouvoir au niveau des alliés. Notamment, on a créé au profil des forces spéciales ukrainiennes un programme qui s'appelle le Prolonged Evacuation Treatment Team Training. Donc l'idée, comme vous voyez sur le diagramme, enfin sur l'image, c'est vraiment de combler le fossé en fait de cette doctrine dont on n'arrive pas à rejoindre la timeline. C'est s'appuyer sur des équipes chirurgicales. Donc là, sur ma slide, je parle des équipes chirurgicales des forces spéciales, mais c'est bien toutes les équipes chirurgicales où il y a un vrai enjeu, un petit peu à la manière de nos anciens, à les remettre à l'avant. Et enfin, des véritables défis logistiques, il faut bien prendre en compte avant de dire on va déployer des médecins urgentistes, puisque ils seront avec leur sac à dos et pas forcément, comme on l'a dit, avec un plateau technique. Slide suivante. Voilà, le message que j'aimerais laisser passer au-delà même de répondre à une question qui, vous avez bien compris, en fait, fait polémique et pour lequel je n'ai pas forcément un avis tranché, peut-être un peu plus après cette présentation, c'est vraiment de garder cette capacité à combattre ce soir, le fight tonight, c'est-à-dire que si demain, en fait, on est engagé, on va être engagé avec les moyens qu'on a et l'organisation qu'on a actuelle, continuer à guider, à se préparer pour le combat de demain. Et donc, du coup, la réflexion de cette journée, je pense, est très féconde, sera très féconde. Et bien garder en tête cette capacité à shifter, c'est un terme anglais qui est un petit peu pas très élégant, vers de la lutte contre le terrorisme, donc des modèles d'engagement de forces expéditionnaires à celui de l'hypothèse d'un engagement majeur. Pour cela, on a plusieurs choses. On a les entraînements, les exercices, mais surtout, je pense que c'est dans la formation et dans l'état d'esprit, puisque le combat de demain, on ne sait pas où est-ce qu'il sera, on ne sait pas quand il sera, mais on commence à voir se dessiner un petit peu à quoi il ressemblera. Slide suivante, c'est ma dernière slide. Du coup, en conclusion, j'ai essayé de dessiner un cadre de réflexion, pas forcément une cible, pas forcément de répondre à la question. Bien évidemment, la pertinence de l'utilisation du médecin urgentiste reste et restera toujours, mais son utilisation et son positionnement sont des vrais challenges dans le contexte actuel. Il faut surtout ne pas être rigide et dogmatique, et c'est bien ce pragmatisme dont il faut faire preuve pour faire face à ces challenges, qui est la prise en charge du blessé de guerre. Et en conclusion, je dirais que dans un conflit de haute intensité, pour moi, la prise en charge d'un blessé de guerre, elle est l'affaire de tous, pas forcément que du médecin urgentiste. Je vous remercie et, comme on dit, open fire.